Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Les gens sont là-bas vraiment très, très brillants. Donc ça m'a obligé à être encore, plus impliqué dans mes recherches, d'apprendre encore plus de choses pour ne pas, avoir honte parce qu'en grosso modo, il y avait des groupes meetings, dans lesquels on devait faire des présentations et cetera, et dans ma tête, il était hors de question que j'aille me ridiculiser en disant une bêtise ou en présentant quelque chose qui ne soit pas intéressant, donc je travaillais 10 fois plus. Dans cet épisode, j'accueille Tawfiq Nasrallah, cofondateur chez Fairbricks, entreprise innovante qui vise à créer du textile sans polluer. Tawfiq nous explique comment son cofondateur et lui ont créé cette entreprise à impact et il nous dévoile les rouages d'Entrepreneur First, dont le programme leur a permis de propulser leur projet. Si vous ne connaissez pas Entrepreneur First et que vous avez l'ambition de créer votre propre projet à un moment donné, je vous invite vraiment à écouter ce podcast jusqu'au bout car c'est super intéressant. Moi, la première fois déjà de base que j'ai entendu parler d'Entrepreneur First, je croyais que c'était une blague. Je comprenais pas comment on peut être payé à venir ou ne pas venir, 2 000 € par mois pendant 3 mois. Et si le projet intéresse, on a 100 000 € ou 90 000 €. Et après, on a une boîte. Et pour moi, enfin, j'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Tawfiq. Ouais, comme ça, Jean Bacotto. Enchanté de t'accueillir dans mon podcast. Ravi d'avoir reçu l'invitation et d'être là avec toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Taoufik Nasrallah, j'ai 31 ans et je suis actuellement cofondateur d'une start-up travaillant sur de nouveaux procédés catalytiques plus verts pour la fabrication de fibres synthétiques. Donc voilà. Alors toi, je me rappelle plus comment je t'ai trouvé, je pense, je t'ai vu sur un post LinkedIn, puis j'étais allé voir ton profil et j'ai pu voir que tu as pu passer par un très célèbre incubateur, pas très célèbre en France, mais à l'étranger, en tout cas dans les pays anglo-saxons, qui est super célèbre, qui s'appelle Entrepreneur First. Et c'est ça qui m'avait beaucoup tapé à l'œil. Et du coup, toi, tu es passé par là et c'est pour ça que je voulais avoir un retour d'expérience sur ton expérience là-bas. Est-ce que tu peux nous dire un peu, donc ton entreprise, elle s'appelle Fairbricks. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Ça marche. Donc en fait, Fairbricks répond à une problématique qui est très actuelle, qui est en fait que grosso modo, tout ce qui est fibres synthétiques sont fabriquées grâce à l'utilisation de molécules chimiques. Et en fait, ces molécules chimiques actuellement sont fabriquées à partir de ressources fossiles, donc de pétrole, pour faire simple. Et donc, ça génère en fait énormément de CO2, qui est un Mhm. polluant entre guillemets. Donc, on en accumule dans l'atmosphère énormément, ce qui peut causer donc des dérèglements climatiques, etc. Donc nous, en fait, la problématique à laquelle on répond, c'est celle-là, c'est comment on va fabriquer ces molécules de base pour la fabrication de fibres synthétiques. Et nous, en fait, on crée de nouveaux procédés qui, à la place d'utiliser des ressources fossiles, vont utiliser des ressources renouvelables. Donc, comme par exemple un de nos procédés qui utilise le CO2 comme une source de carbone. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, les fibres, donc les t-shirts qu'on porte sont fabriqués, enfin, les t-shirts qu'on porte avec des fibres synthétiques type polyester viennent du pétrole. Demain, ces mêmes t-shirts viendront du CO2. Donc, en Mhm. fait, ça a une implication double. À la fois, le procédé de fabrication a une empreinte carbone beaucoup moins importante. Et en plus de ça, en fait, au lieu d'émettre du CO2, en fait, on va le consommer en le piégeant, entre guillemets, sous une forme physique qui va être un t-shirt, par exemple, ou une paire de chaussures, etc. Donc c'est quelque chose d'assez disruptif, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est ça. En fait, c'est des thématiques qui sont assez récentes parce que c'est issu de enfin, d'innovations en fait de laboratoires qui ont pris du temps à être développées, qui sont très très récentes. Donc en fait, ce qu'on a vu en fait au niveau industriel et beaucoup de startups y sont lancées, c'est la valorisation du CO2 pour la fabrication en fait de molécules énergétiques. Donc ça, il y a pas mal de boîtes qui bossent là-dessus. Nous, on a choisi de ne pas aller sur cette thématique-là pour des raisons purement d'entrée sur un marché
où grosso modo, pour faire simple, quand on fabrique des molécules à visée énergétique, le client final, en fait, ce qu'il va acheter, ça va être du kilowattheure. Donc c'est du kilowatt, c'est de l'énergie en fait. C'est Mhm. voilà, je paye mon énergie et elle va me servir à faire rouler ma voiture, à faire décoller un avion, etc. Donc en fait, il n'y a aucune plus-value pour un acheteur à la fin de se dire bah, je vais payer mon énergie plus cher. Parce qu'à la fin, Ouais. le service qu'elle va lui rendre, c'est un service énergétique. Par contre, ça, c'est différent dans d'autres domaines, typiquement dans le domaine de la mode. Quand on achète un t-shirt, en fait, on n'achète pas forcément la matière, on achète la marque en fait. Donc, il y a Oui. des grandes marques qui vendent des t-shirts de polyester à 150 euros, quand le t-shirt vaut 30 à 50 centimes pour être fabriqué. Donc là, en fait, il y a une marge qui est énorme et en fait, notre procédé de fabrication peut plus facilement entrer sur le marché, même si on a des coûts qui, dans un premier temps, seront un peu plus coûteux, parce que Mhm. justement, il y a cette marge sur laquelle on peut aller gratuiter. D'accord. C'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois que beaucoup d'éléments de notre quotidien sont créés à partir de pétrole. C'est que les éléments dérivés de synthétiques qui utilisent du pétrole, pas tout ce qui est les produits naturels, genre coton, tout ça. Bah, c'est une bonne remarque. En fait, pas totalement. Grosso modo, en fait, c'est une problématique généraliste. Euh, pour les fibres synthétiques, en fait, on utilise le pétrole pour avoir la ressource carbonée, donc en fait l'élément chimique, donc le carbone en soi. Par contre, dans tout ce qui est fibres naturelles, type coton par exemple, on utilise aussi des molécules, notamment des pesticides euh, ou des engrais ou ce genre de choses pour faire croître ou pour protéger en fait le coton d'insectes, ce genre de choses. Et en fait, ces pesticides-là sont dérivés aussi du pétrole. D'accord. Donc, en fait, l'utilisation de pétrole est, enfin, c'est un peu multisectoriel et on le retrouve un petit peu partout. Et donc là, il y a toute la problématique du coton bio, par exemple, donc qui justement évite l'utilisation de pesticides ou d'engrais, ce genre de choses. Mais après, ça ne résout pas forcément le problème parce que le fait de ne pas utiliser ce type de choses va faire que les récoltes auront des rendements beaucoup plus faibles et donc il faut des terres beaucoup plus importantes pour pouvoir subvenir aux besoins de l'industrie. Et en fait, les terres cultivables pour fabriquer par exemple du coton, en fait, ne sont pas utilisées pour fabriquer de la nourriture. Et Mhm. quand on sait que c'est fabriqué dans certains, enfin, c'est cultivé dans certains pays qui ont parfois des problèmes de famine ou des problèmes de ressources alimentaires. Donc ça pose aussi des questions et beaucoup de marques s'intéressent à ces problématiques-là et essayent en fait de développer de nouvelles fibres qui auraient un impact à la fois environnemental beaucoup plus faible, mais aussi un impact sur l'humain. Donc ça soit par exemple la compétition avec la culture d'aliments qu'on peut manger, beaucoup plus faible aussi. Mhm. Dans votre site internet, vous mettez, j'essaie de traduire, je ne sais pas si vous avez un site en français, mais je suis sur la page en anglais. Nous créons le seul carbone négatif, enfin, fibre synthétique en carbone négatif. Enfin, je ne sais pas si je traduis bien, mais est-ce que tu peux expliquer et traduire mieux si, si j'ai mal traduit? Ouais. Euh, En fait, c'est partant du postulat que, comme ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, quand tu utilises des ressources fossiles comme une source de carbone, il faut bien comprendre qu'une ressource fossile, donc par exemple du naphta ou ce genre de choses, c'est des chaînes carbonées qui sont assez longues. Mhm. Et en fait, quand on va utiliser ça pour fabriquer ce qu'on appelle des syntons, des, des éléments de base qui vont nous permettre en fait après d'être transformés en des molécules de chimie fine entre guillemets, en fait, on va détériorer cette longue chaîne carbonée pour en avoir des plus petites. D'accord. Et en fait, en faisant ça, on va générer énormément de sous-produits, notamment du CO2, mais aussi on va utiliser énormément d'énergie. Et donc, en fait, ça va avoir une empreinte carbone importante. Et donc, en fait, on va être positif parce qu'on va émettre du CO2. Nous, on Mhm. se considère comme négatif dans ce sens où notre objectif final, c'est non plus d'émettre du CO2, mais de le consommer. Donc, en fait, D'accord. ça va être développer des procédés de fabrication qui utilisent le moins d'énergie possible et qui, à la place d'utiliser des ressources fossiles comme élément de base, utiliser à la place le CO2. Et donc, dans ce cas-là, vu que le bilan total entre ce que l'on a généré comme CO2 et ce que l'on a consommé, l'objectif, c'est d'être négatif. Donc, en fait, de consommer du CO2 via nos procédés.
D'accord, donc l'impact sur la planète et sur nous-mêmes est positif. Exactement, c'est ça. Mmh, d'accord. Bah, c'est super. Vous avez des concurrents qui bossent dans le même domaine ou vous êtes les seuls à faire ça? Alors, il y a au niveau de la compétition, il y a pas mal de boîtes qui s'intéressent à tout ce qui est valorisation du CO2. Mmh. On a quelques concurrents, notamment américains, qui travaillent plus sur d'autres thématiques qui sont notamment le plastique. Donc, fabriquer du plastique à partir de CO2 ou de biomasse ou ce genre de choses. Après, sur le marché de l'industrie textile, à notre connaissance, on est les premiers à proposer un produit similaire. Mmh. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette entreprise? Donc toi, tu as un parcours de chimie, tu as fait des études de chimie, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc, moi, je suis chimiste de formation, donc j'ai fait une fac, j'ai De eu l'expertise. une licence en chimie. C'est ça, exactement. Une licence en Mmh. chimie. Ensuite, j'ai fait un master. Durant ce master, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'étranger et de découvrir en fait la thématique de la valorisation du CO2. Et quand il a fallu décider en fait de continuer en thèse ou de rentrer sur le marché du travail, j'ai décidé de continuer en thèse parce que c'était un domaine qui m'intéressait énormément. J'y voyais beaucoup de possibilités, mais j'avais pas suffisamment de connaissances pour pouvoir faire vraiment quelque chose et avoir un impact. Et Mmh. ça a toujours été un moteur pour moi. Donc j'ai décidé de continuer en thèse. Et durant ma thèse, en fait, je travaillais sur ces thématiques-là, donc de valorisation du CO2 et du monoxyde de carbone pour la fabrication de molécules chimiques. Mmh. Et donc, durant cette thèse, en fait, à un moment donné, il a fallu écrire sa thèse, et donc beaucoup de recherches bibliographiques sur ce qui existait, sur les procédés actuels, sur comment actuellement on fabriquait certaines molécules, etc. Et en fait, ça m'a permis en fait de mapper toutes les technologies actuellement accessibles au niveau industriel, celles qui commencent à émerger, et de me rendre compte en fait de l'ensemble des trous qu'il y avait dans la raquette industrielle. Mmh. Et à la fin, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et que il y avait une carte à jouer. Et donc, à la suite de ça, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu comment je pouvais passer à l'étape vraiment entrepreneuriale et commencer à monter ma boîte. Donc, j'ai Mmh. intégré Entrepreneur First où j'ai rencontré mon super cofondateur, Benoît, avec qui on a démarré le projet et ça s'est très bien goupillé. On a très Mmh. bien fonctionné ensemble et voilà. Avant de rentrer dans le détail du coup d'Entrepreneur First, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu savais depuis très tôt, ou je sais pas depuis quand, peut-être depuis le lycée ou depuis la fac ou depuis tes études supérieures, que tu voulais avoir un impact. Tu sais d'où ça se vient ça? On va dire que j'ai toujours eu ce rêve de faire quelque chose de ma vie, qui a vraiment en fait un sens. Donc, quand je dis avoir de l'impact, c'est vraiment un sens via mes yeux en fait. Je veux dire faire quelque chose de bien pour laquelle je serais fier. Après, quand la réalité, c'est que quand je suis arrivé en licence, donc j'avais des capacités qui me permettaient en fait de passer mes années de licence relativement facilement, mais avec des notes assez moyennes. En fait, j'étais pas excellent. Mmh. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience lors de mon entrée en licence 3, où en fait la réalité est venue me frapper lors d'une rencontre avec une de mes profs de l'époque, qui m'a dit simplement que voilà, pour entrer en master et avoir un master très intéressant, il faut être excellent parce que il y a très peu de places et beaucoup de demandes, que maintenant c'est au niveau international, qu'il y a beaucoup de personnes venant de pays étrangers qui essayent aussi de postuler en France, que en tant que voilà, personne étudiant en France, bah, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent rentrer en master, etc. Et que surtout Mmh. après, pour avoir une bonne thèse, bah, il faut aussi avoir des bonnes notes. Donc là, en fait, j'ai eu une prise de conscience qui me montrait qu'en fait, il fallait que j'excelle. Donc, cette prise de conscience a fait que j'ai excellé après en licence, que j'ai réussi à intégrer un master qui, selon moi, était vraiment très, très intéressant et enrichissant. C'est lequel du coup? C'est un master à l'époque, on l'appelait Master Press. C'était un master cohabilité entre l'Université de Paris 5 et l'Université de Paris 7, qui était un master entre guillemets international. Donc en fait, c'est un master dans lequel les cours sont en anglais, qui a un stage obligatoire de
plus de 6 mois à l'étranger, forcément dans un pays anglophone. Et donc là, Mhm. c'est ce qui m'a permis notamment d'aller étudier aux US pendant presque 6 mois et d'apprendre aussi l'anglais parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Grosso modo, je suis un peu une tête à claque, en ce sens où en fait, je n'apprends que lorsque j'ai décidé d'apprendre. Donc typiquement, l'anglais, j'étais très 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 mauvais, mais très 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 mauvais, jusqu'à que j'intègre ce master. Et en fait, c'est vraiment arriver à New York et ne pas savoir demander mon chemin, aller acheter une baguette, euh, demander quel métro m'emmènerait ici, etc., qui m'a forcé en fait à sortir de ma zone de confort et de commencer à apprendre l'anglais. Et donc en fait, en 6 mois, à la fin des 6 mois, je parlais anglais quasiment couramment. J'ai soutenu en anglais, c'est très bien passé. Et depuis, je suis pas dégueulasse, on va dire, en anglais, alors que je pouvais pas sortir une phrase en y allant, quoi. Ouais. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est vraiment ça qui m'a changé. Et donc à l'issue de ça, je me suis rendu compte que le regard aussi des gens avait changé, en ce sens où quand je montrais que j'avais un potentiel, on me regardait pas comme avant où j'étais plutôt moyen et un peu, j'avais pas de but en fait. Et là, je me suis dit que mes prétentions entre guillemets ont augmenté. Je voulais plus forcément avoir un impact que sur moi et me dire que voilà, je suis fier aussi de moi. Mais je voulais aussi avoir un impact sur les autres en disant voilà, aujourd'hui j'ai la chance et cette opportunité en fait de faire des études, de passer par des laboratoires vraiment très connus qui Mhm. ont une expertise très pointue au niveau mondial. Et donc, en fait, grâce à ces laboratoires, j'ai un savoir qui pourrait me permettre en fait d'avoir un impact plus global et non plus que sur moi. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye en tout cas de créer cet impact-là. Donc moi, mon impact aujourd'hui, c'est d'essayer de pousser l'industrie de la mode à aller sur des procédés de fabrication de matières premières beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et je compte bien, enfin, on compte bien, moi et mon associé et l'équipe qui est derrière nous, y arriver et essayer de créer un impact pour montrer à cette industrie qu'on peut faire autrement que d'utiliser et que de détruire notre planète petit à petit, malheureusement. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tes standards, en fait, de ce que tu voulais faire ont augmenté et ont coïncidé un peu avec ton expérience en master et en particulier aux États-Unis. Et enfin, c'est un peu aussi pour ça que je fais le podcast, tu vois, parce que j'imagine que c'est en rencontrant toutes ces personnes qui font des grandes choses, tu vois, qui sont plus douées que toi, où t'es sorti un peu de ta zone habituelle de la fac classique en France, et que ça t'a peut-être ouvert les yeux sur le champ des possibles, en fait. C'est ça. Moi, je pense que le plus important, en fait, c'est de vouloir. Grosso modo, il y a cette partie de personnes extérieures, donc toutes les rencontres que j'ai pu faire, etc. Mais il y a aussi le fait que j'ai toujours voulu, comment dire, je suis quelqu'un de très angoissé de manière générale, et donc je suis quelqu'un de très prévoyant. Ça veut dire que j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance, ce qui est bien et pas bien, parce que je me projette énormément dans le futur, et donc j'essaie toujours de planifier les choses. Et donc, petit à petit, en voyant que j'arrivais à faire des petites réussites, donc, j'ai réussi à valider avec une mention ma licence. Après, je me dis, bon, faut que j'intègre un bon master. J'arrive à intégrer le bon master, etc., etc. Et en fait, petit à petit, mes prétentions sont augmentées jusqu'au jour où j'ai réussi à intégrer, enfin, être accepté dans un laboratoire aux US pour y étudier. Et alors que jamais enfin, quand j'ai reçu la note d'acceptation, j'étais bouche bée. Jamais j'aurais pensé qu'un jour dans ma vie, j'aurais étudié, par exemple, aux États-Unis. Et en fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, en fait, il suffit de se donner à fond, de vraiment croire à ses compétences, d'avoir des gens autour aussi qui ne te découragent pas aussi, parce que moi, je me souviendrai toujours quand il s'agissait de trouver des stages, on m'a proposé une liste de stages. Donc, en fait, il y avait déjà des laboratoires que mes profs connaissaient, dans lesquels j'aurais pu postuler. Ouais. Sauf que moi, en fait, je m'étais dit non, si je dois aller à l'étranger, je vais aller dans un labo que moi j'ai trouvé, que j'ai choisi. Donc, j'ai regardé les universités que je trouvais les plus intéressantes, les laboratoires que je trouvais les plus intéressants, qui pouvaient coller avec le projet que j'avais. Et donc, je suis allé voir ma prof et je lui ai dit voilà, c'est simple, j'ai trouvé un laboratoire. Donc, c'est le laboratoire du professeur Gérard Parkin qui est à l'université de Columbia. Voilà, j'aimerais faire mon stage là-bas. Et ma prof m'a dit écoute,
tu envoies. Peut-être qu'on va te demander de payer, peut-être que tu devras payer, mais après, bon, ça c'est toi qui verras. Mais au moins, si tu veux y aller, postule. Donc moi, j'ai Mhm. envoyé un mail, 20 h, j'ai envoyé mon CV, une lettre de motivation, etc., ce que j'avais déjà fait, etc. Le lendemain matin, 8 h, je me réveille, et la personne me répond pas de problème. Donc je lui demande, est-ce qu'il faut payer quelque chose? Non, non, faut rien payer. Il faut juste faire le visa. Excellent. Et en fait, en une journée, ma vie a un peu changé en mode, bah, ce que je pensais être impossible et ultra compliqué, je l'avais fait. Et l'aide de ma prof aussi qui m'a dit, bah, tente, vas-y, t'as rien à perdre de toute manière. Et je l'ai fait. Et au final, voilà. Et en fait, c'est cette petite succession de petites victoires qui, à la fin, te dit que, au final, tout est possible. Peut-être que ça Mhm. ne fonctionnera pas. J'ai eu aussi beaucoup d'échecs. Mais par contre, je sais que malgré certains échecs que j'ai eu des victoires et des victoires auxquelles je ne pouvais pas croire à l'époque. Et malgré tout, c'est arrivé. Donc voilà. Je pense, ouais, c'est le plus important, c'est vraiment de vouloir faire quelque chose et d'avoir un objectif dans la vie. Et à partir de ce moment-là, je pense que tout est possible. Après, effectivement, voilà. Il faut aussi un agencement des circonstances, avoir aussi un peu le mektoub, quoi, voilà, la bonne Le destin. rencontre au bon moment. Mais après, il faut aussi le vouloir. Faut le Ouais, vouloir. c'est clair. Mais du coup, ouais, ce que tu dis par rapport à postuler de manière, enfin, de ne pas prendre ce qu'on nous propose et aller plus loin que ce qu'on nous propose, c'est super intéressant. Et surtout pour ceux qui sont pas dans les meilleures écoles de France, par exemple le Polytechnique ou HEC ou quoi que ce soit. Mm. Parce que quand on est dans ces écoles, on nous propose évidemment les meilleures entreprises, les meilleurs labos. Mais quand on est dans les universités avec un prestige moindre que ces grandes écoles, évidemment, on ne nous propose pas les mêmes types de stages, les mêmes types de laboratoires. Et bah, du coup, ça avait été le cas pour moi. Enfin, on nous proposait des stages en master qui étaient dans des entreprises qui m'intéressaient pas spécialement. En fait, c'était des entreprises lambda Mm. qui étaient pas super intéressantes à mes yeux. Et du coup, moi, je voulais absolument pas passer par là. Et on recevait des offres toutes les semaines, enfin plusieurs offres, de par notre référente pédagogique, mais je voulais pas. Et je postulais de manière indépendante à des entreprises que je cherchais moi-même, exactement comme tu l'as fait. Bon, moi, C'est ça. je l'ai pas eu du premier coup. J'ai postulé à plein d'entreprises Mm. à l'étranger, mais finalement, ça a fini par payer. J'ai eu la première année mon stage à Tokyo, le deuxième mon stage à Singapour, et je pense que j'étais l'un des seuls à faire un stage à l'étranger parce que je voulais pas, voilà, je voulais pas suivre parce que, enfin, les choses basiques qu'on nous proposait, je voulais aller plus loin. Et, C'est ça. ouais, je pense que c'est un très très bon conseil voilà, d'aller plus loin que ce qu'on nous propose et de chercher toujours plus haut. Exactement. Et bah, t'as vraiment tout résumé. Pour moi, c'est une vraie philosophie. C'est qu'il y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Ça veut dire que si tu attends qu'un prof te dise ce labo il est fait pour toi ou cette entreprise est faite pour toi, tu laisses quelqu'un d'autre délimiter tes compétences ou ta vision au long terme. Et typiquement, toi, si tu avais accepté le labo que tes profs te proposaient, tu serais sûrement pas à l'étranger, tu n'aurais sûrement pas toute l'expérience que tu as, etc., Mhm. etc. Et moi, c'est exactement la même chose. J'aurais sûrement pas monté ma boîte, enfin, il y a beaucoup de choses qui impliquent. Et donc, je pense que voilà, il faut compter sur soi-même, avoir confiance en soi et se lancer et aller que pour. Donc, et tu vois, moi, j'ai eu cette chance de postuler et qu'on me réponde direct oui. Mais sache que si j'avais été dans ton cas où t'as pas eu oui, pardon, du premier coup, j'avais une liste de 20 autres labos auxquels j'allais postuler. Donc, j'étais prêt aussi à faire exactement la même chose que toi. Et je pense que c'est vraiment un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit de se dire, voilà, je ne, rien n'est écrit dans le marbre. Tout peut arriver. Et pour que ça arrive, il faut le faire. Et donc, pour le faire, il faut s'organiser, trouver des gens à qui demander, etc. Et tenter la chance. Exactement. Du coup, par rapport à ton expérience aux US, tu es resté combien de temps là-bas? Quelques mois? Donc, je suis resté 6 mois. Donc, je suis arrivé en mars, 6 ou 7 mois, en mars et je suis reparti en septembre. Donc, voilà, Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? énormément de choses. Bon, déjà, le truc le plus bateau, c'est la langue. Ça, c'est indéniable. Déjà, la langue, ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Ensuite, aussi une confiance en moi, en ce sens où bah, c'était la première fois que j'allais aussi loin. C'était la première fois où j'avais mon appartement, c'était à moi de tout gérer, etc. Donc ça, c'était aussi très très intéressant. Et après, d'un point de vue
professionnel, on va dire, ça m'a énormément apporté parce que, grosso modo, c'est un gros laboratoire, très compétitif. Les gens sont là-bas vraiment très, très brillants. Donc ça m'a obligé à être encore, plus impliqué dans mes recherches, Mmh. d'apprendre encore plus de choses pour ne pas, avoir honte parce qu'en grosso modo, il y avait des groupes meetings, dans lesquels on devait faire des présentations et cetera et dans ma tête, il était hors de question que j'aille me ridiculiser en disant une bêtise Mmh. ou en présentant quelque chose qui ne soit pas intéressant. Donc je travaillais 10 fois plus, je revérifiais mes slides pendant, 4 jours, j'avais 10 versions, changer des points, des virgules, des couleurs, enfin c'était presque ridicule au bout d'un moment. Mais Mmh. je voulais vraiment montrer bonne impression pour voilà, pour montrer que voilà, j'en valais la peine et que la chance qu'il m'avait donnée, c'était pas j'allais me la couler douce, etc. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Et aussi une autre chose, c'est que enfin, je pense que aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça. euh, on est autonome. Donc ça veut dire que mon superviseur, enfin grosso modo, mon professeur Parkin, quand je suis arrivé, on a discuté un petit peu. Il m'a dit sur quoi il voulait que je travaille. Et une fois qu'il m'a expliqué sur quoi sur quoi, pardon, il voulait que je travaille, il m'a dit, bon, voilà, ça c'est ce que tu dois faire. Par contre, si tu veux faire autre chose, n'hésite pas, tu me le dis et tu pourras le faire. Très bien. Donc, j'ai pris ça à la lettre. J'ai travaillé sur ce qu'il m'avait demandé de faire. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Et à la fin, je me suis fait plaisir. Donc, j'avais jamais fait pousser de cristaux, par exemple, pour faire des analyses aux rayons X. Là, j'en ai fait pousser. J'avais jamais fait des rayons X, j'ai appris à faire des rayons X. J'avais jamais fait un certain type de RMN, bah, je me suis mis à en faire. Je voulais créer de nouvelles réactions, bah, j'ai commencé à bosser dessus. Et en fait, j'étais vraiment autonome et je pouvais faire ce que je voulais. Donc, c'était super angoissant d'un côté parce que ça veut dire qu'on a une responsabilité, sachant qu'il Ouais. n'était pas derrière mon dos toutes les 30 secondes. Grosso modo, il venait tous les matins dans mon bureau, il me faisait un tour de magie parce qu'il est fan de tours de magie. Je rigolais et ensuite il me disait qu'est-ce que tu as pour moi? Donc ensuite je lui débitais mes résultats, etc. Et je le revoyais plus avant peut-être 2, 3 jours, une semaine. Et à chaque fois, j'avais cette pression, purée, il faut que je lui donne un truc de nouveau, un truc bien, etc. Donc en fait, j'avais cette responsabilité-là et on m'a donné accès à des appareils qui valent des centaines de milliers d'euros, euh, alors que j'étais un simple stagiaire. Et c'était mon vrai premier stage dans un laboratoire de chimie. Donc Mmh. ça veut dire qu'à chaque fois, au début, j'étais angoissé à utiliser les machines, j'avais peur de les casser, etc. Et donc je faisais très attention. Et au bout d'un moment, en fait, c'est devenu basique pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé après dans la suite pour ma confiance, pour travailler dans d'autres laboratoires. J'avais beaucoup plus d'aplomb vu que j'avais fait pas mal de choses, etc., etc. Donc ça a été vraiment très très formateur et notamment après pour ma thèse où bah, là aussi c'était un gros labo avec beaucoup de gens très 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 compétents mais qui n'avaient pas forcément le temps d'être toujours là à superviser. Donc je me suis retrouvé un petit peu seul et là en fait ça m'a pas trop pénalisé en ce sens où j'avais pris cette habitude en fait de me débrouiller un petit peu seul, d'aller essayer de trouver des solutions moi-même, d'aller démarcher des gens pour potentiellement m'aider là où je n'avais pas de compétences, etc., etc. D'accord. Et au niveau du regard des autres, la France versus, les États-Unis, particulièrement New York, tu as vu une différence? Je pourrais pas dire que j'ai vu une différence parce que j'ai eu la chance de passer par des labos formidables en France aussi. J'ai eu des profs. Enfin, je pense que j'aurais pas eu ce parcours-là si j'avais pas rencontré mes profs que j'ai eu à la fac parce Ouais. que ils m'ont vraiment. Enfin, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils m'ont encouragé vraiment quand j'étais dans des situations très difficiles, etc. Pour aller aux États-Unis, par exemple, ils m'ont aussi aidé à obtenir une bourse qui m'a permis de couvrir une partie des frais parce que ça vaut très très cher de vivre Ouais, aux US. c'est clair. Et voilà, j'avais pas forcément les moyens de subvenir forcément à mes besoins, etc. Donc ils ont mobilisé des ressources, etc. Donc vraiment, sur ce point de vue-là, je pense que si on est de bonne volonté et que on a la chance d'être entouré de gens qui ont cette vision-là, parce que grosso modo, je sors de leur master, s'ils m'envoient dans ce labo-là et que je travaille bien, c'est un laboratoire où ils pourront envoyer par la suite des étudiants aussi.
Donc, en fait, c'est Ouais. exactement ce qui s'est passé. Et en fait, c'est moi qui ai démarché ce laboratoire. Le professeur Parkin a accepté de me recevoir. J'ai travaillé comme un malade. Il a aimé mon travail. Et par la suite, il a envoyé un message à mon prof en me disant, si vous avez des étudiants comme ça, n'hésitez pas à me les renvoyer. Et donc, depuis, Mm. en fait, tous les ans, il y a des étudiants de mon ancien master qui vont à Columbia faire leur stage là-bas. Donc Excellent. voilà, donc c'est aussi dans leur intérêt. Donc en fait, le truc, ils sont pas là pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. La seule chose, Mm. c'est plus, je dirais, une barrière mentale qu'on a peut-être nous, typiquement pour Columbia, quand j'avais postulé, sincèrement, enfin, je m'étais dit parce que j'ai rien à perdre, donc c'est mon rêve d'aller étudier là-bas, etc. Donc j'ai postulé, et j'ai été accepté, mais j'y croyais pas une seule seconde avant de voir le mail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment, je pense que c'est plus une barrière mentale. En tout cas, dans les études en France, je pense que c'est une barrière mentale et aussi une barrière personnelle de trouver un déclic. Enfin, moi, je prends mon cas, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, j'ai commencé sincèrement à travailler euh, quand j'ai eu un but et que Mm. j'avais un vrai objectif en fait pourquoi je travaillais en fait parce qu'être à la Mm. fac on est à la fac à la fin si ton objectif c'est juste d'avoir un diplôme voilà j'aurais continué à être moyen entre guillemets avoir mes moyennes 11-12 et puis ça a été très bien j'avais mon diplôme mais après qu'est-ce qu'on va faire on est dans un monde très compétitif comme tu le disais tout à l'heure je sors pas de Polytechnique ou je sors pas de l'ENS ou ce genre d'école donc forcément le réseau ça va être très très compliqué pour le faire jouer pour entrer dans des boîtes ou avoir des postes donc, il n'y a pas le choix. Si tu veux un poste à responsabilité et faire quelque chose de plaisant, il faut être parmi les meilleurs et s'entourer des meilleurs. Donc, avoir des expériences dans les meilleurs labos, commencer à créer son réseau, etc. Et être moyen, Mm. c'est juste se tirer une balle dans le pied. Donc, voilà. Et dans ton entourage familial ou les amis, tout ça, on t'encourageait aussi? C'était comment? Euh, Parce que souvent, enfin, les gens issus de notre communauté, ça arrive souvent qu'on est issu des quartiers ou des zones moins plus populaires et que notre entourage, voilà, elle est pas aussi, elle a pas forcément ces ambitions-là. Et du coup, c'est vraiment, ouais. faut vraiment aller tout seul, quoi, quasiment. Ça a été comment pour toi? Moi, j'ai cette chance incroyable d'avoir des parents qui m'ont très jeune inculqué le travail. Donc, mon père, enfin, quand j'étais en primaire, enfin, j'étais excellent en maths parce que voilà, si je voulais sortir jouer au foot avec les copains, fallait qu'il me donnait deux, trois exercices de maths. Il fallait que je les termine en moins d'une heure ou ce genre de choses. Et puis je sortais. Donc en fait, très jeune, j'ai été très bon dans les matières scientifiques notamment. Mm. En littéraire, c'était beaucoup moins le cas. Mais matières scientifiques, j'étais excellent. Après, quand je suis Mm. arrivé au collège, ça s'est un peu gâté parce que forcément, voilà, crise d'ado, on a tes copains, etc. Donc ça commence à dégringoler, mais voilà, j'avais quand même des compétences d'un point de vue scientifique. Donc, j'avais la tête au-dessus de l'eau, on va dire. Mais par contre, mon père m'a toujours suivi. Typiquement, Mm. si je suis là aussi aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui parce qu'il m'a suivi à un certain moment. Et un exemple bête, quand j'étais au lycée, j'étais pas du tout excellent. Je foutais pas grand-chose en réalité. Je préférais jouer avec les amis, etc. Et donc, à un moment Mm. donné, il s'est avéré que je voulais faire, enfin, mon père m'avait dit que c'était bien de faire une première S parce que ça aurait pu me laisser l'opportunité de choisir beaucoup plus facilement un métier ou une filière par la suite. Et certains de mes professeurs m'avaient dit non, tu n'auras jamais le bac. Le mieux, c'est que tu ailles en bac STI. Mm. Et donc moi, j'étais très content. Je me suis dit ouais, génial. En plus, j'ai des amis qui vont faire le bac STI, etc. Donc moi, j'étais prêt à signer pour, etc. Et mon père est venu en me disant, il est hors de question que, enfin, moi, je pense que tu peux faire un bac S. Il n'y a aucune raison que tu fasses pas un bac S. Donc, tu vas faire un bac S. Et donc, il est parti. On a vu la proviseur. J'ai fait un bac S et j'ai eu mon bac du premier coup. Et Super. après, ça m'a permis d'aller à la fac, etc. Et en fait, je pense que le rôle des parents est un rôle primordial parce que je sais que s'il n'avait pas été là, surtout dans la période de l'adolescence, la facilité, c'est toujours ce qu'on choisit. Mm. Euh, Maintenant, avec du recul, je m'en rends vraiment compte, mais en fait, il y a plein de moments comme ça où j'aurais très bien pu faire une autre filière, euh,
Et je dénigre pas du tout les autres filières, hein. C'est pas Ouais. en ce sens-là. STI, c'est excellent si on veut Mm. aller sur des métiers techniques et tout. Ça aurait pas été pour les bonnes raisons, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Pour moi, c'était le truc le plus simple parce que je me disais, bon, S, ça va être, tout le monde me vantait la S comme quelque chose d'extrêmement difficile, de maths de haut niveau, etc. STI, je savais que si j'y rentrais, bah, vu que j'avais des notes plutôt bonnes, entre guillemets, en matière scientifique, donc ça aurait été pas forcément un problème pour moi. En plus, j'avais mes amis, donc pourquoi pas, quoi. Moi, il y avait aucun problème là-dessus. Mais en fait, la vraie raison, elle n'était pas là. Il fallait avoir la vision de se dire, bah oui, mais si je fais STI, derrière, ça va être soit un travail technique, ou alors pour revenir dans le milieu universitaire pour aller sur des matières scientifiques, bah forcément, il y aura un petit gap à aller rattraper, et ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi d'y arriver. Après, il y a des gens qui l'ont fait. Moi, je sais que dans mon université, il y a une filière médecine, et j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont fait des filières STI, euh, ou d'autres filières type STG, etc., et qui se sont donnés comme des malades et qui ont eu des premières années de médecine. Mm. Enfin, ce qui est un travail faramineux, parce que pour réussir une première année de médecine, surtout dans l'université où j'étais, en termes de maths et de physique et de SVT, il faut quand même des connaissances ultra compliquées, et ils ont Mm. quand même réussi. Mais je pense que c'est vraiment qu'ils avaient cet objectif-là de vie en se disant c'est médecine ou rien. Et donc ils se sont donnés. Mais moi, je savais que je n'aurais jamais pu fournir un effort aussi important pour récupérer un certain niveau. Donc voilà. Donc au final, voilà, mon père m'a poussé à faire la S. J'ai fait ma S. J'étais moyen. J'ai pas excellé non plus, mais j'étais très bon en maths. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Mais en anglais, espagnol, j'étais une brêle, etc. Et au final, j'ai eu mon bac. Donc voilà. C'est bien terminé. Donc je pense que ouais. Ouais, non, ça s'est très bien terminé. Je suis très chanceux et je pense encore une fois, c'est pour moi les parents et l'entourage, c'est crucial. Moi je l'ai vu avec des amis à moi qui étaient en général eux aussi, sauf que ils n'avaient pas forcément des parents qui les poussaient et en fait ils sont tombés très rapidement d'une générale à arrêter purement et simplement quoi. Alors qu'ils Mm. étaient mais Ils peut-être avaient un gros 10 fois plus potentiel. doués que moi. Enfin exactement, mais c'était incroyable. Et genre, enfin on étudiait ensemble, on travaillait ensemble des fois, etc. Et je voyais qu'il y avait un potentiel énorme. Et en fait, bah, malheureusement, c'est ce qui se passe dans l'adolescence. Et moi, je suis tombé par là aussi, où mes résultats ont dégringolé avec les amis. C'est que forcément, bah, sortir jouer au foot ou aller réviser, etc. On se dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, on dit, ça va passer large. L'objectif enfin, moi, quand j'étais ado, c'était d'avoir la moyenne. Comme Mm. ça, je passe à l'étape d'après et je suis tranquille. Mais j'avais pas cet objectif de long terme de me dire, voilà, faut que j'excelle, etc. Mais j'avais cette pression de toujours passer parce que je savais que ça allait mal se passer avec mon père sinon, quoi. Donc, je faisais juste le strict minimum. Je ramenais mon 11, 12. Mon père me disait, bon, t'es passé. Voilà, c'est bon. Et il m'a suivi comme ça jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à que j'ai le bac. Mm. Une fois que j'ai eu le bac, il m'a dit, bah, écoute, maintenant, t'es grand. Tu as eu ton bac. Mon travail est terminé. Maintenant, t'es adulte. Tu fais ta vie. Tu fais ce que tu veux. Et il y a un truc que je me souviendrai toujours, c'est sa rengaine. Fais un travail ou trouve un diplôme dans lequel tu vas pouvoir être seul. Donc, dans son sens, c'est entreprendre en fait. Oui. Ça veut dire et un diplôme qui te Indépendant. permet en fait exactement, ça c'est ça. Ça veut dire tu peux très bien faire un BEP mécanicien, boulanger, électricien. Tu peux entreprendre, tu peux bosser pour quelqu'un, mais d'à côté tu peux entreprendre. Mm. Et moi, j'ai fait des études qui sont enfin, c'est très difficile d'entreprendre dans mes études parce que on pourrait évoquer tout à l'heure, mais monter un laboratoire de chimie, ça demande énormément d'argent. Et Mm. donc moi, c'était l'angoisse que j'avais à chaque fois de me dire, purée, ça se trouve en fait, j'ai fait des grandes études, mais à la fin, je vais être obligé d'avoir un boss qui va me dire quoi faire et ça va me frustrer en fait. J'ai pas fait tout ça pour me limiter au bon vouloir de quelqu'un. Et Mm. donc, je me suis battu après pour essayer de réaliser le mantra de mon père, quoi, voilà, fais un métier où tu peux être ton propre patron. Et donc, j'ai tout fait pour l'être. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le vivre. Et Mm. c'est Inculquer super. depuis le début le mental de l'entrepreneur, c'est cool ça. Ouais, Mm. c'est ça. Bah, très bien. Bon, bah, rentrons dans le vif du sujet, Entrepreneur First. Donc, tu es passé par Entrepreneur First, ce programme, donc on peut dire que c'est une sorte d'incubateur. Mm. Je ne sais pas si on peut appeler ça un incubateur, qui permet à n'importe qui est accepté en fait dans le programme de fonder une entreprise et à la fin, donc si on réussit le programme, de lever des fonds pour pouvoir commencer son aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, mais avec plus de détails?
Ça marche. Donc en gros, moi je le vois pas comme un incubateur, je le vois plus Ouais, comme c'est pas, ouais, c'est peut-être pas le bon mot. Je sais pas, c'est quoi le bon mot. ouais, pour moi comment dire, c'est une sorte d'ovni dans le milieu entrepreneurial parce Hmm. que en fait ce qu'ils font c'est qu'ils génèrent un pool de profils. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui sont recrutés sur leur expérience, sur qu'elle soit professionnelle ou sur certains diplômes ou leur envie, en tout cas leur envie d'entreprendre. Et en fait, ça, je trouve que c'est la chose qu'ils ont le plus fort. C'est qu'en fait, on se retrouve au milieu de personnes qui ont envie de monter une boîte et au même moment. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce que moi, je sais que pendant mes études, même ma femme qui a monté sa marque d'accessoires, euh, quand on parlait avec des gens pour monter un projet, c'est toujours ah c'est génial, ah ouais, je serais vraiment très content d'y participer. Par contre, je ne peux pas actuellement, j'ai mon CDI et je vais avoir un enfant et ça va être compliqué, mais on en reparle dans 6 mois quand la situation sera stabilisée. Ou non, entreprendre c'est difficile en ce moment parce que j'ai beaucoup de charges, ce genre de choses, etc. Bref, là l'idée c'est qu'en fait tu te retrouves avec des gens qui sont là pour créer une boîte. Donc, il n'y a même plus de question de est-ce que on est disposé à créer une boîte ou pas. Le gros avantage, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils recrutent, donc ils sélectionnent des gens sur, après des interviews, etc., un truc classique. Une fois qu'on est recruté, donc on se retrouve avec l'ensemble des personnes qui font partie de ce qu'ils appellent la cohorte. Hmm. Euh, et ensuite, c'est la découverte de la cohorte. La découverte de la cohorte. Donc là, on a des profils sur un site internet dans lesquels on va pouvoir regarder les gens, ce qu'ils ont fait, leur expérience, leur centre d'intérêt, etc. Et on va choisir des gens, entre guillemets, avec qui on va vouloir échanger. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon cofondateur avant même que le programme ne commence. Donc, on avait déjà échangé et décidé de travailler ensemble sur un projet. Hmm. Et le jour où ça a commencé, en fait, on a directement commencé à travailler sur le projet Fairplex. Mais pour les autres, ce qui se passe, c'est que tu arrives dans l'accord, tu rencontres des gens, tu prends un café avec, tu discutes de tes centres d'intérêt, tu vois s'il y a des synergies et que vous avez envie d'innover, par exemple, dans le même secteur. Est-ce que vous êtes complémentaires, un qui est plus business, l'autre qui est plus tech, etc. Et des équipes se montent sur des projets qui vont être challengés en fait tout le long des 3 premiers mois. Donc en fait, on est suivi par une personne d'entrepreneur first qui est une personne d'un très haut niveau dans le sens où elle a une grosse expérience entrepreneuriale ou alors elle a Hmm. été issue de très grands groupes, de grosses responsabilités. Donc en fait, on Hmm. est challengé pendant les 3 mois sur l'aspect business, sur l'aspect exécution, comment vous allez faire, sur l'aspect business plan, sur l'aspect preuve de concept. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à acheter votre solution? Pourquoi? Comment vous allez récupérer de l'argent, etc., etc., etc. En fait, c'est un exercice en tout cas pour moi, qui a été incroyable parce que j'étais confronté à des gens qui savaient beaucoup plus de choses que moi. Et donc en fait, il y a quelque chose que moi j'apprécie, c'est comment on appelle ça, le proposer, ne pas réussir, reproposer, ne pas réussir, reproposer, ne pas réussir, Itération. reproposer, ça marche. Exactement, exactement. Je cherchais le mot, c'est de l'itération. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je trouve génial parce qu'en fait, il y a une sorte de cheminement. On fait un peu comme dans la science, en fait. On va émettre des hypothèses, on va essayer de les tester et ensuite on a un résultat. Ça marche ou ça marche pas. Et en fait, on a quelqu'un devant nous qui a une expérience et qui peut juger est-ce que l'hypothèse qu'on a émise et le résultat qu'on a obtenu sont corrects ou sont valables pour monter une entreprise. Et ce qui se passe à la fin des 2 mois, donc déjà, il y a un premier écrémage entre guillemets. Donc les seules entreprises qui vont, enfin les seuls projets qui vont continuer pour le troisième mois, c'est des projets qui sont en cours entre guillemets. Donc toutes les personnes Hmm. qui sont seules et qui n'ont pas de projet en fait vont être écartées du programme. Hmm. Et donc le troisième mois, en fait, ça va être vraiment un mois de preuve de marché et de préparer ce qu'ils appellent l'investment committee. Donc c'est le comité d'investissement où en fait on va présenter notre projet devant des investisseurs, en fait, enfin de poules investisseurs de Entrepreneur First. Et donc là, en fait, c'est comme si on allait voir des VC. Faut tout présenter. Donc pitcher le projet,
montrer qu'est-ce qu'on a réussi à faire en 3 mois, montrer les progrès business, les progrès techniques, le plan, si on récupère l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec, quelle est la prochaine étape, comment on va relever des fonds, etc., etc. Donc, on est Hmm. challengé lors de l'investment committee par 3 ou 4 investisseurs, plus les fondateurs d'Entrepreneur First, donc qui viennent, pour le coup, ils sont venus à Paris, on a pu échanger avec eux. Et à la fin de cela, en fait, ils sélectionnent quelques boîtes dans lesquelles Entrepreneur First va investir. À ce moment-là, ils ne demandent pas d'avoir, ils demandent juste un business model, donc un plan pour ton business qui soit cohérent et le challenge en fait. Bah, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est même pas ça. C'est que, en fait, ils demandent plus que ça. Ils veulent, grosso modo, des vraies preuves que c'est commercialisable et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour. Et donc, pour moi, ça, c'est un état d'esprit un peu, un esprit à l'américaine, le grand précepte un peu fake it until you make it. Euh, mais là, c'est pas fake it, c'est en fait quelque chose que tu es capable de faire rapidement. Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent des preuves de concept. Donc en fait, c'est pas c'est créer en fait le, le produit entre guillemets, le minimum viable product, le MVP en fait. Ça Ouais. veut dire la chose la plus facile à faire que tu peux vendre tout de suite. Et en fait, le Hmm. fait de faire ça, ça veut dire qu'en fait, tu as une vraie preuve que tu as un marché parce que ton produit n'est pas idéal. Tu peux l'améliorer, mais fois 100. Il répond à une problématique qui n'est pas 100% de la pratique de ton client. Mais malgré ça, il est prêt à payer pour. Donc, en fait, s'il est prêt à payer pour, ça veut simplement dire que si tu développes le vrai produit, il y a un marché. Tu n'auras pas de problème à vendre. Alors que ce qui se passe sur les stratégies deep tech en France beaucoup, c'est qu'en fait, on prend le problème un peu à l'inverse. On a des technologies d'innovation dans les laboratoires, par exemple, et on va décider que c'est une technologie qui pourrait être intéressante pour beaucoup d'industries. On va dire génial. On va passer par un organisme qui s'appelle l'ASA, donc c'est une société de transfert de technologie. Ils vont aider à produire le produit, à trouver un business plan, ce genre de choses, ce genre de choses. Une fois que le produit est, on a une première démo, entre guillemets, ils vont commencer à aller chercher des clients. Et malheureusement, c'est qui tout double. Soit il y a de la chance et le produit répond vraiment à une problématique, ou ça ne répond pas à une problématique. Et dans ce cas-là, le projet s'arrête. Alors que là, en fait, en passant par la partie MVP et partir directement sur, voilà, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est prêt à acheter, même si mon projet n'est pas terminé, bah ça veut dire qu'il y a un marché plus. Ça veut dire que tous les investissements qui vont venir derrière, le produit qui va être fabriqué, il sera vendu. Il n'y a aucun problème sur le marché. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, ils demandent tout ce qui est preuve de marché. Donc c'est signer des preuves de concept payantes, par exemple. Donc on, on va avoir des entreprises, on leur dit voilà, on a un premier produit qui est pas parfait. Par contre, si vous voulez, vous pouvez y accéder, il faut payer tant. Voilà. Si tu as ça, c'est le Graal parce que ça veut dire qu'il y a un client qui est prêt à payer. Hmm. Sinon, des LOI, donc des lettres d'intention Ouais. de marque ou d'entreprise qui disent voilà, si le produit existe, je suis prêt à payer à tel prix, etc. ou à acheter tant, etc., etc. Donc en fait, il y a des vraies preuves de marché. C'est pas simplement un business plan. En réalité, sur leur listé, ça ne veut pas dire grand-chose. Un business plan à 5 ou 10 ans. Ouais. Il y a tellement de choses entre-temps qui peuvent se passer que il faut la réalité à l'instant T. Et à l'instant T, si tu arrives à avoir des preuves de concept signes, des lettres d'intention de grands groupes qui te font confiance, ça veut bien dire que tu réponds à une problématique, mais tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas de problème pour vendre, etc. Le problème que tu auras, ce sera développer la technologie et la scaler jusqu'à pouvoir répondre à la demande d'un industriel ou d'industriels en règle générale. D'accord. Donc ça, on a parlé des 3 premiers mois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc ensuite, comme je te disais, donc à la fin de l'IC, donc le comité d'investissement, il y a 3 choses. Donc il y a ceux qui ne sont pas financés par Entrepreneur First. Donc là, il y a 2 possibilités. Il y a ceux qui arrêtent le projet.
qui retournent travailler. Et il y a d'autres qui continuent de travailler sur leur projet et qui finissent par lever des fonds par eux-mêmes et développer un projet et devenir des startups incroyables. Donc ça, dans ma cohorte, il y en a qui ont continué et qui font des choses incroyables depuis. Ou alors, il y a comme nous. Donc nous, on a eu la chance d'avoir l'investissement d'Entrepreneur First. Donc en gros, l'investissement, c'est 90 000 euros, il me semble, ce qu'ils appellent un précide, entre guillemets. Donc, Ouais. 90 000 euros et on a 3 mois en fait pour préparer ce qu'ils appellent un démo day. Donc, un démo day qui s'est passé à Londres, dans lequel en fait l'ensemble des cohortes européennes, donc celle de Paris dont je faisais partie, mais en même temps il y avait une cohorte à Berlin et une cohorte à Londres. Donc ils ont sélectionné quelques boîtes dans chacune des cohortes et ils les ont toutes ramenées à Londres pour un événement qui s'appelle le Demo Day, dans lequel on va pitcher en fait devant plus de 500 investisseurs internationaux du réseau d'entrepreneurs first. Donc là c'est un événement incroyable, c'est se retrouver devant une salle full d'investisseurs et après il y a des pauses dans lesquelles les investisseurs viennent discuter avec toi, etc., etc. Et c'est vraiment épuisant dans le sens où c'est intense en fait. On est soumis à 20 millions de questions, des prises de rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment génial. Et après s'ensuit toute la partie levée de fonds. Euh, qui là, c'est rencontrer les fonds, discuter avec eux, commencer à négocier, présenter le projet, etc., etc. Et là, Entrepreneur First aide beaucoup dans le sens où ils permettent d'organiser en fait tous les rendez-vous avec les investisseurs. Donc, en gros, les investisseurs disent à Entrepreneur First, je serais intéressé par ces boîtes, ces boîtes, ces boîtes et ces boîtes, et ils organisent les rendez-vous et nous, on a juste à arriver au rendez-vous, rencontrer les investisseurs et à point de vue logistique, c'est vraiment génial. Et ce qui fait qu'en fait, on rencontre c'est pendant plusieurs mois des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'investisseurs du monde entier par semaine. Et, euh, et à la fin, pour tenter de lever les fonds nécessaires à la continuation du projet. Mhm. Donc le programme en lui-même, il dure 6 mois. Et après les 6 mois, vous vous débrouillez pour lever des fonds. Alors en fait, ouais, il dure 6 mois officiellement entre guillemets, et après en fait on est toujours accompagné, mais c'est plus un accompagnement sur l'organisation, par exemple des rendez-vous avec les investisseurs du réseau d'Entrepreneur First, et après des conseils, je ne sais pas moi par exemple, que penses-tu de ce fonds d'investissement? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant? Est-ce que c'est mieux que je fasse En fait après simplement de la discussion avec des gens qui ont l'habitude des levées de fonds pour pouvoir savoir si c'est mieux de lever avec tel fonds ou tel fonds, de rajouter une partie BA, enfin business angel, pardon, ou pas, à quelle valorisation se placer, combien demander, etc., etc. Donc, il y a toujours cet accompagnement, mais après c'est vraiment un accompagnement entre guillemets facultatif, c'est vraiment à la demande de la startup. Donc c'est sinon on a un besoin d'un avis ou quelque chose comme ça, on peut demander à Entrepreneur First. Eux après ils s'effacent un peu entre guillemets et ils nous laissent faire. Donc se dire Mhm. démarcher nos propres fonds, nos propres business angels, etc. Ça c'est en gros après on est autonome mais ils sont toujours là en backup en cas de besoin et s'ils peuvent aider ils le font avec plaisir. Car c'est des investisseurs de votre boîte, vu ils vous ont donné de l'argent, C'est ils ont ça, investi dans votre société, du coup, ils vous exactement. accompagnent enfin, à vie, en fait, jusqu'à C'est ça, qu'ils vendent leur part ou c'est bien, ça. voilà. Exactement. Donc, c'est dans leur intérêt que tu lèves derrière, que tu lèves un tour après leur Mhm. pré-investissement. Mhm. Du coup, toi, tu es passé par toute cette expérience, donc vous avez passé les 3 mois, ou à la fin des 6 mois, vous avez fait ce que tu appelles le démotier, donc vous avez présenté devant des centaines d'investisseurs, et donc tu as Mm. réussi à lever après, tu me disais, avec ton cofondateur. Ouais, Donc vous êtes vraiment allé c'est jusqu'au ça. bout. Et du coup, ça a bien fonctionné, alhamdoulilah. Du coup, est-ce que tu peux nous refaire un retour d'expérience sur les avantages et les inconvénients de votre expérience chez Entrepreneur First? Euh, pour moi, je vois sincèrement pas de choses mauvaises, en ce sens où il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça un peu.
enfin pas bien entre guillemets parce que on est laissé un peu tout seul. Ce que moi j'ai trouvé génial. Dans ce sens où, grosso modo, quand on est sélectionné, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous voir derrière et qui vous dit bon là t'as pas travaillé aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a sur toute la cohorte, il y a des gens qui venaient quasiment jamais. Ouais. Et ils venaient une journée ou 2 jours. Il y en avait d'autres qui étaient là tous les jours et qui bossaient même le soir. Donc en gros, c'est la Station F. Station F, c'est ouvert 24 heures sur 24. Alors c'était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avant le Covid. Maintenant, je sais pas s'ils ont repris ça, mais à l'époque, c'était vraiment tous les jours et toutes les heures, il pouvait y avoir quelqu'un. Et donc, en fait, ça se voyait. Il y avait des gens qui venaient très très souvent, qui bossaient sur place, d'autres qui préféraient bosser de chez eux, d'autres qui bossaient pas du tout, qui étaient toujours seuls et qui voulaient pas trouver de projet ou qui n'arrivaient pas à trouver de projet, etc., etc. Donc on avait, en fait, ils étaient là en tant que spectateurs entre guillemets et d'aide en cas de besoin. Donc si on avait une question ou besoin de faire un point avec quelqu'un, on pouvait faire le point. Si j'avais voulu passer 2 mois et demander de l'aide à personne, j'aurais pu, mais en fait c'est moi qui aurais perdu entre guillemets ma chance de profiter d'une expérience qui était disponible en fait. Mmh. Donc voilà. Et après, tout ce qui est parti des marchés des clients, etc., il y a personne qui est derrière toi. Ça veut dire que si toi, tu as décidé de contacter 5 clients par jour, bah, tu contactes 5 clients par jour. Si tu as décidé de contacter 100 clients par jour, bah, tu contactes 100 clients par jour. Et derrière, il y a quelqu'un qui va te dire oui, bah, c'est bien, tu as bien contacté 100 clients, combien de touches tu as fait, etc. Et ils vont valider le truc. Mais si tu ne veux rien faire, enfin, on n'est pas à l'école. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas eux qui vont te dire voilà ce que tu dois faire et ton business ça doit être ça et tu fais ça. OK? Et tu t'exécutes. Non, c'est pas ça. C'est eux, ils sont là, ils ont une expérience. Si tu as besoin d'eux, tu la questionnes, etc. Donc moi, j'ai apprécié ça parce que de par mon expérience, j'aime être autonome, prendre des décisions, émettre des hypothèses et les confronter. Donc on s'est planté plein de fois avec Benoît, on a fait plein de bêtises, etc. Et jusqu'au moment où on a trouvé un bon modèle et qui les a intéressés et qui a intéressé des investisseurs par la suite. Mais voilà, donc moi en soi, je trouve que c'est une expérience incroyable dans ce sens où tu es libre. Il faut savoir aussi que les 3 premiers mois, en fait, on est payé. Donc Ouais. sur Paris, c'est 2 000 € par mois, donc ce qui Mmh. n'est pas négligeable, hein, parce que c'est quand même 2 000 € par mois pour essayer de monter sa boîte. Et Mmh. à la fin des 3 mois, si on est sélectionné, c'est eux qui investissent dans l'entreprise. Mmh. Donc en fait, on a 0 € potentiellement à pouvoir sortir si on ne peut pas sortir d'argent. Mmh. Donc ça veut dire que dans mon cas, par exemple, moi je sortais d'une thèse, je n'avais pas d'argent de côté, je n'ai pas hérité, etc., etc. Si c'est à moi d'investir 100 000 €, j'aurais dû m'endetter. Ouais. Et donc avec tout le risque qui est derrière, et déjà même est-ce que j'aurais même pu m'endetter? Parce que enfin, je sors de thèse, j'ai toujours pas de CDI, CDD, enfin comment je vais faire? Et donc là, en fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'on nous paye pour passer 3 mois à réfléchir sur une idée de business. On propose cette idée Entrepreneur First qui va la juger. Après, ils ont des biais peut-être, ils choisissent certaines boîtes par rapport à d'autres. Ça, je ne connais pas leur cambouis interne. Mais en tout cas, ils laissent une chance à des projets de se créer et de les financer sans apport aucun potentiel des cofondateurs. Et Mmh. ça, moi, je trouve que c'est une opportunité qui est incroyable parce qu'entreprendre, ça demande quand même de l'argent. Ça demande quand même aussi un investissement. Et ça, ils le permettent. Donc non, je pense que c'est un programme qui est très intéressant. Après, il y aura toujours des choses qui potentiellement peuvent faire, comment dire, tilter certains. Oui, ils prennent trop de parts pour les 10%, ils vous disent trop, etc. Ce genre de choses. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je vois Est-ce que tu aurais monté une boîte, si tu pas passé par là? C'est pas justement, sûr. c'est ça. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais sûrement pas monté une entreprise dans le domaine de la chimie pour la simple et bonne raison que monter un laboratoire, enfin, je connais pas une boîte qui l'a fait hors, enfin, en tout cas de chimie comme nous, on développe hors l'université et passer Mmh. par des laboratoires de l'université. Donc moi, c'est ce que j'avais fait au tout début, hein. J'avais contacté des universités en leur disant, voilà, moi j'ai un projet de lancer une entreprise en chimie et tout. Ils m'ont dit, vous êtes chercheur? Non, je suis pas chercheur. Vous êtes CNRS? Non, je suis pas CNRS. Est-ce que vous dépendez d'une université? Non, je dépends pas d'université. Vous voulez faire tout seul? Oui. Ok, bon, on va vous louer une paillasse par personne et ça va être des prix mais faramineux. Ok. Donc voilà. Donc en fait, moi je connaissais Mmh. cette problématique et si j'étais pas passé par Entrepreneur First, je pense que j'aurais sûrement monté une boîte, j'aurais quand même entrepris, mais dans quelque chose de moins compliqué entre guillemets, en tout cas de moins ambitieux selon mon point de vue, ou en tout cas
qui ne seraient pas en rapport direct avec la chimie et l'utilisation de ce que l'on fait actuellement. Et le pire, c'est quoi? Même si au bout des 3 mois, en fait, on trouve pas de cofondateur, on trouve pas de projet, ou le projet où on n'est pas accès, où ils Ouais. investissent pas au bout des 3 mois, on leur doit rien, en fait. Enfin, on a été payé Mais pendant 3 mois, on non, a testé, et puis c'est ça, on n'a vraiment c'est rien à ça. perdre. Tu Exactement. Déjà, tu as pris 2 000 € par mois à rencontrer des gens incroyables, parce qu'il faut dire ce qui est. Euh, dans ma cohorte, j'ai rencontré des gens, des profils incroyables. Enfin, jamais j'aurais rencontré ces personnes-là. Et en plus, ça te permet d'avoir du réseau, donc de rencontrer des gens qui ont bossé, qui ont des expériences. Il y a des CEO d'anciennes boîtes, des gens qui ont déjà fait des exits avec des précédentes startups, des gens qui bossent dans la finance, d'autres dans la construction, d'autres dans le médicament, d'autres euh, dans euh, dans tout et n'importe quoi. Donc, en fait, déjà, tu rencontres des gens incroyables, ça te fait du réseau, tu es payé, et même si à la fin des 3 mois, ça ne marche pas, bah, tu peux toujours compter sur le réseau. Tu cherches du travail, tu peux postuler, tu peux envoyer ta candidature via le réseau Entrepreneur First et tu peux être recruté par des startups. Tu peux intégrer une startup qui a été financée ou qui continue malgré qu'elle n'ait pas eu l'IC et intégrer la startup après. Enfin, pour moi, c'est tout bénef. Je pense que Mmh. c'est vraiment une expérience à vivre pour des gens qui ont envie d'entreprendre et qui, voilà, qui ont aussi ce besoin de rencontrer quelqu'un avec qui entreprendre. Ça, c'est aussi Oui. important parce que moi, je ne me voyais pas entreprendre seul, dans ce sens où enfin, surtout quand tu es dans des thématiques très complexes, c'est bien d'avoir deux profils qui sont complémentaires et qui s'entendent très bien. Et donc voilà, donc, pour moi, Entrepreneur First, c'est parfait pour ça. Ouais. Et du coup, quel type de profil ils recherchent et quels conseils tu donnes pour maximiser ses chances d'être accepté? Parce que je crois qu'il y a que 5% des personnes qui apply, enfin qui postulent, qui sont acceptées, il me semble. Ouais. Ça, je vais pas te mentir, je connais pas du tout les statistiques. En tout cas, Moi, Singapour, c'était ça. Parce qu'il y d'accord, a ok. la même chose à Singapour. Bah, moi, le conseil que je donnerais, c'est être intéressé par l'entrepreneuriat. Parce que je trouve que, voilà, enfin, moi, quand j'ai discuté avec, la première fois que j'ai discuté avec les gens d'entrepreneuriat, moi, la première fois déjà de base que j'ai entendu parler d'entrepreneuriat, je croyais que c'était une blague. Je comprenais pas comment on peut être payé à venir ou ne pas venir, 2 000 € par mois pendant 3 mois. Et si le projet intéresse, on a 100 000 € ou 90 000 €. Et après, on a une boîte. Et pour moi, enfin, j'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Donc, j'ai un ami à moi avec qui on avait déjà entrepris précédemment, enfin, dans une boîte avant qu'on a essayé de monter, qui a commencé Entrepreneur First, la première cohorte. Il l'a fait. Et moi, directement, je l'ai appelé en lui disant, bon, alors finalement, c'est une arnaque ou pas? Et il m'a dit, non, voilà, c'est bien, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, etc. Je me suis dit, purée, c'est cool, c'est à tester. Je voulais entreprendre, je connaissais pas des gens qui voulaient entreprendre en même temps que moi, et voilà, il y avait des profils incroyables, etc. Je me suis dit, on va tester. Et puis j'ai testé, et je pense que pour intégrer ce type de programme, je pense qu'ils cherchent. Après, je parle pour moi, c'est ma vision des choses, hein. Peut-être qu'ils diront autre chose, mais des gens qui ont cette fibre entrepreneuriale, qui ont soit déjà entrepris ou qui ont envie d'entreprendre et qui ont surtout une compétence. Cette compétence, ça peut être multiple, soit via des expériences professionnelles, soit via des expériences académiques. Donc, moi, il y avait des gens qui avaient déjà monté des boîtes, il y a des gens qui avaient déjà été CEO de grosses entreprises, d'autres qui venaient de sortir des études comme moi, qui étaient entre guillemets simples docteurs, mais qui avaient une Mmh. expertise dans une thématique. D'autres qui qui étaient experts entre guillemets de tout ce qui est data, big data, intelligence artificielle, machine learning, etc., parce qu'ils avaient peut-être eu un diplôme lointain, mais surtout qu'ils avaient beaucoup d'expérience au niveau industriel, où ils avaient intégré pas mal de startups, ils avaient développé pas mal de choses. Et je pense à une personne que j'ai rencontrée incroyable, il s'appelle Joachim, qui avait 20 millions d'expérience. Enfin, le gars, tu peux lui parler de physique, tu peux lui parler d'intelligence artificielle, de tout et n'importe quoi, il savait quasiment tout faire. Et Mmh. en fait, c'est ce genre de profil-là, c'est des gens en fait qui ont une compétence, quelque chose à apporter en fait à la cohorte. Et moi, l'impression que j'ai eue, c'est exactement ça. C'est que tout le monde avait une compétence et quelque chose à vendre, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très commerciales, donc
ils ont déjà fait plein de levées de fonds, ou ils ont été VC dans certains fonds, ou ils connaissent l'environnement entrepreneurial, d'autres qui sont très techniques, comme moi, qui ont fait des thèses, qui ont fait des postdocs, qui ont bossé dans des labos de R&D, et d'autres qui sont plus domaines, entre guillemets, qui ont une vision plus globale d'une industrie. Par exemple, des gens qui ont bossé presque 30 ans dans l'industrie du bâtiment, bah, ils ont une vision globale de toute la thématique, etc. Voilà, c'est vraiment des profils très particuliers. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà comprendre les qualités qu'on a, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait dans une cohorte comme ça, et maximiser là-dessus. Dire voilà, bah, si moi dans mon cas, j'avais une thèse sur en chimie catalytique sur la valorisation du CO2. Bah, voilà, j'ai vendu mon expérience, tout ce que j'avais fait, les expériences que j'avais eues, pourquoi je pensais pouvoir entreprendre sur ces thématiques-là, tout ce que j'avais vu sur lesquels, tous les problèmes que j'avais déjà anticipés, que je pensais pouvoir résoudre, ma vision aussi sur le long terme, Ouais, parce que ça, je pense ils aussi que posent c'est quelque beaucoup de chose questions, d'important. hein. Du coup, j'avais vu un peu leur questionnaire. Ils posent beaucoup de questions sur le mindset, sur les échecs qu'on a déjà eus, la vision qu'on a, Ouais. pourquoi on va intégrer. Enfin, ils sont beaucoup dans le mindset, j'ai l'impression. C'est super important. C'est super Ouais. important. Je pense que une chose que ont tous les entrepreneurs, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais qu'ont tous les entrepreneurs, point, c'est la résilience. C'est quelque chose que je retrouve en tout cas dans toutes les personnes qui ont entreprise, que ça soit dans une start-up, dans une boulangerie, dans une boucherie, n'importe où. C'est la résilience. Ça veut dire qu'il y aura des échecs. On peut penser réussir en ayant une idée et que ça ne va pas marcher. Donc après, il y a deux solutions. Soit on critique cette idée, on la change et on va la reconfronter et on risque de se reprendre un échec. Mais c'est pas grave, j'irai jusqu'à que je trouve l'idée qui soit parfaite et qui fit. Ou alors, il y a des gens qui n'ont pas cette force de résilience, entre guillemets, et qui vont au premier échec se dire, bon, c'est pas fait pour moi, laisse tomber. Ou alors, non, mais personne ne comprend rien à ce que je veux faire, je pars, c'est bon, j'arrête là. Et voilà. Et donc, moi, je pense que ouais, c'est cette résilience-là, et c'est pour ça que la question de l'échec est quelque chose d'important. Je pense pas qu'il faille valoriser l'échec, mais par contre, je pense pas qu'il faille en avoir honte. En ce sens où j'ai beaucoup échoué et j'ai pas peur de le dire parce que ces échecs-là, en fait, m'ont fait comme je suis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, si j'ai un échec, je sais que je peux le dépasser parce que j'en ai déjà eu précédemment et que j'ai réussi à les dépasser. Mm. Donc voilà. Donc je pense ouais, les échecs sont quelque chose d'important et, et c'est pour ça que voilà, ils peuvent poser des questions là-dessus et je pense qu'il faut pas avoir honte d'en parler, mais surtout ne pas juste s'apitoyer entre guillemets sur son sort, mais réussir à sortir le positif de cet échec-là. Parce que dans tous les échecs, il y a quelque chose de positif. Ça nous a peut-être Mm. fait changer de voie. Moi, typiquement, le déclic que j'ai eu en licence, c'est parce que voilà, il y a un semestre que je n'ai pas réussi à avoir et que j'étais au rattrapage. Et pour moi, c'était une horreur quoi, de pouvoir penser que j'allais redoubler, etc. C'était une angoisse mais incroyable. Donc je me suis dit, mais c'est inadmissible. J'ai atteint un point que jamais j'aurais pensé. Et voilà, et ça m'a permis de sortir quelque chose de bon en moi, qui est voilà, de me forcer à avoir une vision et de trouver une manière de pouvoir travailler et d'exceller. Et voilà, et il y a plein d'autres échecs que j'ai eus et qui m'ont toujours euh, permis de m'améliorer, entre guillemets, mais sur le moment, j'étais pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Mm. c'est ça qui est beau aussi là-dedans, quand on a un peu de recul, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs sur le moment, on est décapité, on se pose en question, ça ne marche pas, on est nul, etc. Et si on persévère un petit peu, on a des petites réussites, et peut-être 5, 10 ans après, on se rend compte qu'en fait, sans cet échec, il n'y aurait rien, en fait. Connecter les points, comme disait Steve Jobs. Ouais, c'est Euh, ça. bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton retour, Tawfiq. Ton retour d'expérience sur Entrepreneur First et sur toute ton expérience académique et dans ta boîte. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une référence, un bouquin à conseiller qui t'a particulièrement marqué? Je ne sais pas si tu un lecteur ou même si tu as une vidéo à conseiller, quoi que ce soit. Alors, je vais pas te mentir, je suis pas très lecture, mais Mm. il y a une chose qui est assez sympa à lire, c'est Zero to One. Ouais, C'est de Peter Thiel, je crois, ou quelque chose Peter comme Thiel, ça. ouais, c'est ça. Ouais, celui-là est pas mal. J'ai bien aimé. Après, Je pense il était sur les bureaux d'Entrepreneur First, non? c'est ça aussi, exactement. Et en fait, c'est le C'est- premier bouquin que j'ai réellement lu de A à Z et qui parlait d'entrepreneuriat. Il y a ça, et puis après, là je suis en train d'écouter la bibliographie d'Elon Musk.
Et c'est ultra inspirant. Sur, En ce c'est sens quoi, où c'est Audacity? c'est quelqu'un. Non. Audible, Je pardon, vais Audacity, rien à regarder voir. sur Audible. téléphone. Ouais, c'est Audible, ouais, exactement, c'est ça, ouais, Mhm. sur Audible. C'est Elon Musk, Tesla, ouais, c'est Elon Musk, en fait, tout simplement, de Ashley Evans. Et Ouais, en fait, ouais, je l'ai c'est vu assez celui-là. drôle parce que je l'ai Super. écouté. Voilà, bah en fait, tu te rends compte que en fait, SpaceX et Tesla, ça aurait pu ne jamais exister en fait. Mm. Personne n'y croyait. Il a eu des échecs. Enfin, maintenant, avec le recul, on se rend pas compte de tous les échecs qu'il a eu et toutes les problématiques qu'il a eu. Et en fait, ça rebondit sur l'aspect résilience et c'est vraiment sur ça que je veux insister, c'est que pour n'importe qui, sans la résilience, il y a rien. Tesla, SpaceX, même Apple, toutes les grosses entreprises sans la résilience des fondateurs ou des gens qui croient dur comme fer contre vents et marées et qui changent leur stratégie, qui poussent, etc., ça n'existe pas. Donc voilà, donc voilà, il y a ces deux choses sur la partie plus business et entrepreneuriat. Et puis après, je pourrais te citer des films, mais c'est pas c'est pas la thématique Ah, ok, super du intéressant. podcast. On pourra en discuter. Ouais. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Si quelqu'un a des questions, qui veut te contacter, ou qui veut te suivre, est-ce que tu as une adresse email où on peut te poser des questions? Ouais, après, sur la partie professionnelle, il y a sur LinkedIn, les gens Ouais, peuvent me contacter. Après, je peux te communiquer un mail, entre guillemets, personnel pour les gens qui potentiellement me contacter, me demander, etc. Il y a aucun ok. problème là-dessus. Super, excellent. Écoute, Phil, je sais qu'on a un peu dépassé le temps, je suis désolé. En tout Non, cas, il n'y a pas de souci. c'était super. J'ai apprécié notre échange et je te souhaite une bonne continuation avec ton entreprise que je suivrai de très près, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Bah, merci beaucoup en tout cas pour l'honneur de passer sur ta chaîne, enfin sur ton podcast en tout cas. Et continue parce que je pense que c'est vraiment bien enfin, ce que tu fais, c'est vraiment cool. Donc bon courage pour la suite. Et pressé d'écouter tes prochains podcasts. Merci beaucoup. Allez, salam alaikum. Ah, comme ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.